parti après, mais qui est en constitution, avec Emmanuel Morel, Catherine Coutard, Marie-Noëlle Lienemann. On a Catherine Coutard pour le MRC aussi, mais elle précisera la démarche. Je pense qu'on a noté des convergences, beaucoup de convergences de fond, qu'on voulait vous faire un certain nombre d'annonces d'initiatives et de cadres de travail communs dans les jours et les semaines qui viennent, mais surtout répondre à vos questions. Donc on n'a pas énormément de choses à vous dire en propos liminaire. Vous dire que d'abord Emmanuel Morel participera ce jeudi à un meeting avec Jean-Luc Mélenchon, le meeting que nous organisons à Pau, qui sera, je crois, une première initiative commune de campagne, que la France Insoumise a initié des comités d'appui à sa liste des élections européennes. À cette étape, nous avons à peu près 200 réunions de comités d'appui qui sont prévues le 14 novembre prochain et que nous avons invité nos amis et nos camarades du parti après, du MRC, à se joindre et à participer à ces initiatives de comité d'appui du 14 novembre prochain, et que nous avons aussi, mais je laisserai mes camarades détailler, nous avons aussi choisi d'engager une campagne commune que je laisserai Catherine Coutard détailler tout de suite. Voilà, ensuite on répondra à vos questions. Cette rencontre en amènera sans doute d'autres. Encore une fois, on est très satisfait d'avoir vu ensemble l'ensemble de nos convergences programmatiques, que ce soit sur les questions européennes, mais plus généralement aussi, et qui augure, je crois, d'un travail commun qui va être un travail extrêmement productif dans les semaines, les mois, et je l'espère, les années qui viennent. Voilà. Emmanuel. Bien, en un mot, mais ça ne surprendra personne, nous sommes au début d'un processus et en même temps, tout le monde est au courant que les convergences, elles ne sont plus à démontrer. En réalité, on a plus passé notre temps à chercher quelques divergences qui pourraient faire quand même qu'on incarne une pluralité, et on a constaté surtout des objectifs communs, une démarche commune et une volonté commune à l'occasion des élections européennes, mais au-delà, d'incarner une force populaire de combat, à la fois résolument anti-Macron, mais aussi le rempart contre le nationalisme qui émerge aujourd'hui en Europe et singulièrement en France. Convergence idéologique et programmatique, mais aussi solidarité politique, car à l'occasion de cette réunion, nous avons tenu de façon unanime et ferme à réaffirmer notre soutien à la France Insoumise suite aux opérations qui ont eu lieu dans ce lieu même et qui ont donné lieu à des commentaires plus ou moins amènes, mais qui se focalisaient exclusivement sur les comportements et les humeurs et jamais sur les causes. Or, nous considérons que c'était une affaire politique grave, qu'il n'est pas anodin que dans un pays comme la France, le principal leader de l'opposition fasse l'objet d'une telle opération policière, et qu'il était quand même préoccupant du point de vue des libertés fondamentales, des droits de l'opposition, qu'on ne pose pas aujourd'hui la question des causes et qu'on ne s'intéresse exclusivement aux conséquences. Convergence idéologique et programmatique, solidarité politique, et enfin, volonté évidemment de travailler ensemble. Et si la liste aux élections européennes constitue une première étape, soyez assurés que ça n'est qu'une première étape. Nous sommes engagés dans un processus long. Ce processus long, il a un objectif, c'est évidemment la bataille centrale de 2022 et la possibilité pour ce que nous représentons collectivement d'accéder aux responsabilités, d'incarner une alternative pour le peuple de France qui attend, qui s'impatiente et qui évidemment est confronté à une politique brutalement libérale telle que l'incarne Emmanuel Macron. Alors avec en plus, vous avez vu ce qu'il vient de déclarer sur l'Europe, il a fustigé l'Europe libérale, alors qu'il en est le représentant le plus abouti, le plus parfait. Il y a aussi ce double langage qu'il faudra que nous fustigions à l'occasion des élections européennes. Ce que nous représentons, c'est-à-dire à la fois les camarades qui sont sortis du Parti socialiste, qui sont sortis nombreux, j'insiste, parce que parfois on a l'impression que c'est normal, c'est le jeu, on essaye de sous-estimer ce qui s'est passé, c'est plus de 1000 cadres
les noms sont disponibles sur notre site. Élus, militants qui aujourd'hui ont fait ce choix, nous serons rejoints par beaucoup d'autres. Mais aussi le MRC avec qui nous entrons dans un processus de fondation d'une force politique nouvelle à la rentrée. Nous allons participer activement et avec enthousiasme à un certain nombre d'opérations. Les comités d'appui auxquels faisait allusion Manuel Bompard, nous essaierons 40 dans 50 villes et villages de France de participer à cette première opération qui est évidemment le prélude à bien d'autres opérations. Voilà, donc des convergences, de la solidarité, une culture commune qui se crée autour de l'action, parce que c'est peut-être ce qui a fait le plus consensus entre nous, c'est que plutôt que des débats éternels sur des formules, des théories, des concepts, ou plutôt que de la déploration sur une gauche qui serait en morceaux, en miettes, nous ce que nous sommes en train de construire, c'est une culture de l'action, des propositions de campagne. Catherine va vous en faire une à l'instant, et une conviction forte, celle que pour changer l'Europe et changer la vie de nos concitoyens, il faut en passer par des ruptures fortes, des ruptures radicales, et c'est ce que nous essayerons d'incarner à l'occasion de cette campagne. Bonjour à tous. Donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit sur notre convergence de fond, mais si nous sommes là, c'est quand même à cause de ça et pour cette raison-là, parce que nous avons la même vision de l'impasse dans laquelle l'Union européenne est aujourd'hui inscrite, de son incapacité à protéger les peuples et les nations, de son incapacité à promouvoir la justice sociale. Et donc c'est ça qui nous rassemble, et c'est pour ça qu'on fera campagne commune pour les élections européennes. Donc ça, c'est une question essentielle. Nous participons donc, comme vient de le dire Emmanuel, le 14 novembre à la constitution des comités d'appui à cette liste partout en France, et nous serons aussi partie prenante d'une campagne que nous voulons mener en commun pour illustrer ce que vient de dire Emmanuel et ce que disait tout à l'heure sur la question de Emmanuel Bompard sur la question de l'action commune. C'est une campagne qui se tiendra les 24 et 25 novembre contre la privatisation des barrages hydroélectriques. Cette question est en elle-même, cet objet, ce moment politique, cette mobilisation citoyenne, elle répondra à plein de questionnements que nous avons en commun. Elle est sur la question des énergies renouvelables, c'est donc une question tout à fait centrale de la maîtrise de cette affaire, donc sur la politique énergétique. Elle est sur la question de la gestion de l'eau et donc des biens communs. Elle est sur la question des privatisations et de leur place. Au final, elle incarne d'une certaine manière, de façon très symbolique, le fait que aujourd'hui, gouvernement après gouvernement, on cherche à rompre avec le modèle social dont nous avons hérité à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je sais que ça fait un peu vieillarde de vous parler de ça, mais il n'empêche qu'il n'y a jamais eu rien eu de plus émancipateur dans ce pays que le programme du Conseil national de la résistance. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point il est remis en cause point par point, et en particulier sur la question des biens communs. Et donc nous vous donnerons rendez-vous pour faire barrage contre la privatisation des barrages les 24 et 25 novembre. Tous les barrages en France. Sur beaucoup de barrages. La plupart. C'est ça. 150. Il y aura la présence de citoyens, de rassemblements citoyens dans un très grand nombre de barrages. Et c'est à ça qu'on vous invite. Je rappelle que la privatisation des barrages hydroélectriques, c'est les préconisations de la Commission. Par le micro. Je rappelle, juste pour faire le lien très précis avec la Commission, avec les élections européennes, la privatisation des barrages hydroélectriques, c'est une des préconisations de la Commission européenne, qui a été mise en œuvre dans un très grand nombre de pays européens. Aujourd'hui, le même Macron qui fustige ce matin l'Europe libérale s'apprête à le faire, et ça serait une catastrophe à la fois pour la collectivité en termes de biens communs, mais ça illustre aussi l'Europe dont on ne veut plus, l'Europe contre laquelle on combat, et le fait que dans la plupart des barrages, le 24 et le 25 novembre, vous aurez des militants, des citoyens qui porteront cette opposition, mais aussi des propositions pour une alternative, ça nous paraît quand même une bonne entrée en campagne. Avant de vous laisser la parole, rajouter un élément qui est que vous le savez que la France insoumise tiendra sa convention le 8 et 9 décembre à Bordeaux, et que bien évidemment nous avons invité nos amis et camarades à participer à cette
convention. Voilà. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on peut répondre? Sinon, les autres, vous les posez pas. Oui. Bonjour. En fait, sur le programme, sur l'Europe, vous avez dit que vous aviez des convergences. Sur cette histoire de plan A, plan B, est-ce que, par exemple, Monsieur Morel, vous voulez dire quelle est votre vision de ce plan A, plan B, puisque on a vu ces derniers mois que le sujet n'était peut-être pas aussi tranché que par le passé? Je veux dire, s'il y a bien une question sur laquelle nous sommes en total accord, c'est celle de la stratégie européenne. Parce que le problème, c'est qu'on peut tout à fait se mettre d'accord avec d'autres sur l'Europe dont on rêve. Une Europe plus démocratique, une Europe plus sociale, une Europe de la paix, ça c'est assez facile. Mais la seule question qui vaille, c'est comment on y parvient. Quel rapport de force on met en œuvre pour y parvenir. Et ça passe par une stratégie déterminée à la fois de rupture. C'est pour ça qu'on parle de sortir des traités. Aujourd'hui, ça peut paraître abstrait, mais si on avait le temps, je pourrais vous prendre des exemples dans tous les domaines de la vie quotidienne où une politique progressiste n'est pas possible parce que les traités l'en empêchent. Exemple de politique industrielle qui vous tient à cœur, j'en suis sûr, les aides d'État. Quand aujourd'hui une région où l'État français veut aider une entreprise innovante à se développer, elle ne le peut pas parce que ça va à l'encontre de l'interdiction des aides d'État dans les traités. Je pourrais donner un autre exemple sur la liberté de circulation des capitaux, qui est un principe sacro-saint dans les traités européens. Aujourd'hui, le Parlement réfléchit à un dispositif législatif pour protéger un certain nombre de secteurs stratégiques des investissements étrangers. L'aéronautique, les ports, etc., qui sont notamment menacés par des investissements chinois, on ne le peut pas parce que dans les traités, il y a ce principe sacro-saint de la libre circulation des capitaux avec les pays tiers. Je pourrais multiplier les exemples qui font que, évidemment, il faut sortir des traités. Après, vous m'interrogez sur la stratégie, parce que plan A et plan B, c'est une stratégie. Oui, il faut être capable de construire un rapport de force. Oui, il faut être capable de désobéir quand on a en face de nous des gens qui veulent rien entendre. Et je vois pas en quoi c'est particulièrement choquant ou frappant. D'autres l'ont fait, à commencer par une figure qui ne fait pas partie de nos références ultimes, on va dire, Charles de Gaulle dans les années 60, 65. Mais la politique de la chaise vide, qu'est-ce que c'est ? Si ce n'est justement opposer une résistance, créer un rapport de force par rapport à une politique qu'on conteste. Eh bien, c'est dans cette logique-là, c'est-à-dire celle de la construction d'une résistance, d'un front d'opposition, que nous nous inscrivons. Après, il est possible quand même, et c'est ça aussi la stratégie plan A, plan B, avec ceux qui le veulent, avec les pays qui le veulent. Et en réalité, il y a quand même des convergences avec d'autres pays européens qui ont les mêmes intérêts économiques et sociaux de nous, d'avancer sur un certain nombre de sujets. Donc c'est comme ça que je le comprends, c'est d'ailleurs comme ça que tout le monde le comprend, et ça me paraît en réalité du bon sens. Moi, c'est ceux qui m'expliquent que ce que je ne comprends pas, c'est ceux qui m'expliquent que on pourra tout changer sans changer les règles. Ça marche pas. Et je peux vous dire, en tant que parlementaire européen, j'en fais l'expérience, souvent amère, tous les jours. D'autres questions? Bonjour. Il y a un nouvel acteur qui va apparaître là, dans la campagne des européennes. Demain, il y a une structure, plateforme, je ne sais pas trop exactement ce que c'est, qui va être lancée, à l'initiative de Raphaël Glucksmann, Thomas Porcher et Claire Nouvian. Je voulais savoir, dans l'état actuel des choses, ce que vous pensiez de cette initiative, notamment parce que apparemment il y a pas mal de thématiques sur lesquelles vous pouvez vous retrouver. Écoutez, alors moi, si j'ai bien lu les intentions des initiateurs, c'est d'irriguer le monde politique par des engagements associatifs, et ça, c'est une motivation et une ambition que je crois on peut dire qu'on partage, y compris du point de vue de la France Insoumise. Nous sommes engagés dans la constitution d'une liste et nous avons fait appel et nous sommes en discussion avec des militants, des représentants associatifs pour qu'ils participent des batailles politiques et qui viennent abonder la bataille politique de leur engagement associatif. Si j'ai bien lu également les motivations, il ne s'agit pas aujourd'hui de faire une liste aux européennes, d'après ce que j'ai lu en tout cas, et compris des déclarations des différents initiateurs. Enfin, il semble dire qu'il y a des divergences avec la France Insoumise sur la question européenne. On en prend acte. Donc manifestement, c'est une dynamique qui ne nous est pas adressée, j'ai envie de dire. Pour autant, nous, on espère que ces militants, ces responsables associatifs, ils retrouvent dans nos engagements, dans nos actions, dans les campagnes que nous menons, des points
correspondent aux points pour lesquels ils sont engagés dans des structures associatives. Donc on voit pas, enfin en tout cas moi pour ma part je ne vois pas cette initiative avec hostilité. Je pense que c'est bien que des militantes et des militants associatifs s'engagent dans le combat politique. Je préférais qu'ils le fassent en convergence avec la France Insoumise, c'est une évidence. Mais toutes celles et ceux qui viennent contribuer à lutter contre l'Europe libérale, la pollution, pour la prise en compte de l'impératif écologique, contre la fraude et l'évasion fiscale, contre l'agriculture productiviste, contre la pêche électrique, tous ces gens-là, bien sûr, je pense, font œuvre commune et font une œuvre qui est une œuvre positive pour tout le monde quand ils s'engagent. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions beaucoup plus précises, j'ai pour ma part, mais après peut-être mes amis voudront répondre aussi. Difficile de vous répondre plus précisément, mais en tout cas, il n'y a pas d'hostilité vis-à-vis de cette démarche. Vous ne percevez pas ça comme une initiative hostile Non, et d'ailleurs, quand on lit les déclarations des initiateurs et des initiatrices, eux-mêmes disent qu'il ne s'agit pas d'une initiative hostile à la France Insoumise, donc il n'y a pas de raison de le prendre comme ça. Glucksmann a quand même dit sur un plateau télé il n'y a pas si longtemps que la France Insoumise et Mélenchon en particulier empêchaient une gauche intelligente d'émerger. C'était quand même clairement une attaque contre vous. Ah, vous parlez de Monsieur Glucksmann. Moi, je parle des déclarations que j'ai lues, par exemple, de Monsieur Porcher, notamment dans Libération d'hier. Après, si M. Glucksmann pense que la France Insoumise n'est pas une gauche intelligente, je trouve que d'abord ça correspond pas à la réalité, et puis je pense que c'est un peu dommage, et que si à côté de ça son objectif, puisqu'il semble avoir dit ça aussi, c'est de rassembler et de fédérer, je pense pas qu'on commence à rassembler et fédérer en insultant ou en traitant d'une manière qui n'est pas une manière très respectueuse. Non, je pense qu'il peut y avoir des divergences politiques, et je crois pas que ça soit une très bonne chose de traiter ces divergences politique par un rapport entre ce qui est intelligent et ce qui ne l'est pas. Je crois que c'est une erreur de ce point de vue-là. Mais en l'occurrence, mon propos s'adressait à tous, en tout cas aux différents responsables et militants associatifs qui voient cette démarche avec bienveillance, je les comprends, et leur dire que, en tout cas, pour notre part, on la voit pas avec hostilité. Mais je sais pas si vous voulez compléter, préciser. D'autres questions? S'il y a des questions d'actualité, on en profite, hein. On n'aura pas forcément on n'en a pas parlé avant, mais allez-y, quoi. Oui, non, juste peut-être une question pour Madame Lindemann. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver un ancien compagnon de route, Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, je suis pas tellement dans l'ancienneté, là, pour l'heure. Je suis plutôt avec le sentiment que ça nous donne une nouvelle jeunesse. Moi, je l'ai indiqué, pour moi, tout essayer pour essayer de faire que le Parti socialiste retrouve sa flamme socialiste. J'ai constaté que ça n'était plus possible et les convergences avec Jean-Luc, elles sont toujours assez réelles depuis longtemps, puisque des fois même dans mon PS, dans mon ancien parti, le PS, on me disait mais va donc chez Mélenchon. Et donc voilà, de fil en aiguille, des convergences existent depuis longtemps. Et donc je suis pas tellement dans la retrouvaille, je suis plutôt dans la construction du neuf. Et c'est ça qui m'importe dans la période où nous sommes. Les Français attendent, et plus généralement d'ailleurs les peuples européens, attendent des réponses nouvelles. Bien sûr, les fondamentaux auxquels on croit, c'est un pied d'appel pour ces réponses nouvelles. Mais voilà, j'ai un grand plaisir à le retrouver et en retrouver d'autres d'ailleurs, car il n'y a pas que lui. Je pense à Francis Parny, qui lui vient du Parti communiste. On n'était pas dans les mêmes partis, mais très souvent on a mené des combats, je pense à Gauche Avenir ou autre, ensemble. Donc voilà, il y a Jean-Luc et tous les autres. Une question d'actualité sur la manifestation qui s'annonce ou les blocages qui s'annoncent pour le 17 novembre. Si j'ai bien compris, donc vous dites que c'est une indignation légitime contre la hausse des prix des carburants, et en même temps, il y a différentes personnes à la France Insoumise qui ont annoncé qu'ils, même s'ils soutenaient les revendications, n'allaient pas eux-mêmes participer aux différentes marches, parce qu'il y a, selon eux, aussi une tentative d'instrumentalisation par l'extrême droite de ce mouvement. Donc voilà, je voulais savoir où vous vous situez. Alors, la première chose, effectivement, c'est de dire que la colère des concitoyens, de nos concitoyens et de nos concitoyennes sur cette question, elle est légitime parce qu'il y a un deux poids, deux mesures qui est extrêmement clair sur cette question. C'est-à-dire que on a un ministre d'État qui fait croire qu'il est en train de faire la politique la plus écologique qui existe. Alors déjà, quand on voit son bilan, on a envie d'en rire ou d'en pleurer. Ça dépend, vu de l'urgence écologique aujourd'hui. Et surtout, on a un gouvernement qui continue
continue à casser le service ferroviaire, qui continue à casser les transports en commun, qui continue à fermer des maternités, fermer des écoles, donc à éloigner encore plus des lieux de vie tous les services publics qui existent et qui donnent donc aucun choix à tous les gens qui aujourd'hui utilisent leur voiture pour aller soit travailler, soit aller acheter à manger, soit aller dans tel ou tel service public. Et donc on ne voit pas en quoi ça va aider la transition écologique que de taxer des gens, notamment imaginez des gens qui sont au SMIC, qui vont travailler, qui payent 250 € par mois pour aller travailler, donc qui attaquent directement leur pouvoir d'achat et qui ne peuvent pas de toute façon se passer de la voiture. Donc tant qu'il n'y a pas d'alternative à la voiture individuelle, parce que la transition écologique c'est un tout et donc on ne peut pas juste taxer et notamment taxer ceux qui ont le moins d'argent et laisser les plus gros pollueurs de côté, c'est-à-dire qu'on ne taxe pas le kérosène aérien, on laisse Total tranquille, on laisse etc. Enfin ce que fait ce gouvernement de manière massive. Donc à la France Insoumise, nous disons que cette colère est légitime, justifiée et dans la France Insoumise, dans une démarche qui est une démarche individuelle, certains iront, d'autres n'iront pas, pour les raisons que vous avez indiquées, effectivement, d'autres du fait de la récupération de l'extrême droite, de la tentative de récupération de l'extrême droite n'iront pas, mais on pense que c'est quelque chose qui est justifié et d'ailleurs je pense qu'on peut saluer cette initiative puisque nous avons proposé plusieurs fois à l'Assemblée nationale d'avoir des aides et des compensations, voire qu'on taxe finalement les plus gros pollueurs et qu'on arrête de prendre dans la poche des gens et qu'on prenne plutôt dans la poche de ceux qui polluent le plus et que tous ces amendements ont systématiquement été refusés et qu'aujourd'hui Emmanuel Macron est en train de reculer en disant finalement on va peut-être augmenter le chèque énergie, on va peut-être faire un geste de ce point-là. Donc la mobilisation qui existe aboutit déjà à quelque chose et commence déjà à aboutir sur un recul du gouvernement pour dire non, ce n'est pas en taxant les gens et la majorité des gens qu'on arrivera à faire une transition écologique véritable. Je voudrais dire, vas-y, peut-être Catherine. Petit mot là-dessus, oui, pour dire que le mot c'est ça, cette colère est légitime et elle vient de loin. C'est-à-dire que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et l'élu d'une agglomération semi-rurale peut vous le dire, aujourd'hui, ça impacte des gens qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture. Pas le choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Aussi pour emmener leurs enfants aux activités, aussi pour aller aux services publics qui se sont éloignés, etc., en particulier de santé. Donc, non, ils n'ont pas le choix. Et donc, ça vient dans un contexte de très grande mansuétude en matière de fiscalité pour les plus riches, et d'aggravation de la situation des couches moyennes, voire des plus pauvres. Parce que ce qui fait le pouvoir d'achat ou le pouvoir économique de vie quotidienne, c'est à la fois les services publics et la dégradation des services publics, c'est du pouvoir d'achat en moins. D'abord, et ensuite, c'est des salaires qui n'ont pas augmenté, qui ont plutôt stagné, et pour finir, c'est des taxations qui augmentent sur des dépenses totalement incontournaires. C'est-à-dire que c'est pas comme s'ils avaient le choix de laisser leur voiture ou de ne pas acheter la deuxième voiture, parce que c'est malheureusement souvent le cas pour des familles à revenus moyens, de laisser leur voiture pour prendre un bus ou un tram super efficace. C'est vraiment quelque chose qui explique la colère, mais elle n'est pas une bouffée sur rien. Elle vient de loin parce que les attaques contre le pouvoir économique quotidien de la plupart des familles et les foyers fiscaux de ce pays est réelle. Et d'abord par des services publics qui rendent de moins en moins le service pour lequel ils ont été fondés. Alors moi, je voudrais indiquer que d'abord, je suis frappée du bricolage et du cafouillage du président de la République quand même sur cette affaire. Parce que là, il est en train de nous dire, il y a des problèmes, mais maintenant, on va peut-être faire une aide sociale pour les plus pauvres, on va faire des indemnités kilométriques pour les entreprises, c'est complètement bricolé. Tout ça n'est pas sérieux du tout. Et c'est surtout le constat d'un échec majeur qui est celui de croire qu'on va régler les problèmes écologiques par l'augmentation du prix
et des taxes indirectes qui sont injustes et qui ne fonctionnent pas comme mécanisme pour réellement réduire la consommation énergétique. Parce que ce qui réduit la consommation énergétique, c'est quand il y a des alternatives non polluantes qui sont disponibles. Et tout le monde a dit, dès qu'on est dans une zone périurbaine lointaine ou en zone rurale, il n'y a pas ces alternatives aujourd'hui. D'ailleurs, Martine est là pour témoigner du fait que la planification écologique, c'est aussi la pensée dans la durée des infrastructures qui permettent que les transports en commun ou des transports non polluants soient disponibles sur l'ensemble du territoire national et pas simplement. Alors moi, j'avais fait une proposition quand j'étais en débat, puisque j'avais mis mes réserves déjà en débat sénatorial au moment du budget. Je ne pense pas que c'est la bonne méthode écologique. J'avais fait la proposition que la taxe TIPP soit différenciée selon les territoires, selon qu'on est dans des zones où il y a plutôt des alternatives comme les centres des grandes villes ou loin des alternatives comme les zones périphériques et rurales. Ça existe pour les aides en matière de logement. Vous avez des zones, hein, A, 1, B, machin. On pouvait très bien faire quelque chose de cette nature. C'est peut-être pas la seule solution, mais c'en est une au moins qui éviterait l'extension des inégalités. Deuxièmement, la convergence diesel-essence, c'est vrai que c'est nécessaire. Il ne faut pas que le diesel ait une prime, mais elle peut se faire par un mécanisme de balance plus équilibré et pas par une hausse générale très forte, d'autant plus qu'une partie des gens qui ont des véhicules diesel n'ont pas les moyens, même de mettre, même avec les primes et tout ça, ils n'ont pas les moyens d'acheter un autre véhicule et ils ont besoin de ce véhicule. Donc pour nous, ce n'est pas la bonne solution. Et plus fondamentalement, je conclus sur l'idée que tous ceux qui nous ont fait croire qu'on allait pouvoir réduire l'effet de serre par des mécanismes de régulation de marché, que ce soit les droits à polluer, enfin ce qu'on appelle les permis d'émission, ou que ce soit une taxation par le prix carbone étant cher, soudainement on va plus consommer de carbone, c'est un leurre, c'est le capitalisme faire, ça ne marche pas. Et je prends même l'exemple dans l'industrie en France, beaucoup de notre perte, de notre avantage effet de serre est venu des délocalisations. Très peu l'amélioration du rendement énergétique des entreprises existantes sur le territoire national. Or, c'est justement là qu'on aurait dû mettre l'effort plutôt que d'être dans un mécanisme de régulation sur des droits à polluer. Donc, personnellement, et je crois que l'ensemble de notre mouvement, mais on est assez en phase aussi avec nos amis de la France Insoumise, nous considérons que ce mouvement est légitime et que notre rôle de politique, c'est aussi de demander à Emmanuel Macron de mettre à plat, d'arrêter ces hausses, de remettre à plat le débat avec des vraies propositions alternatives pour qu'effectivement la France soit dans la transition écologique, mais pas dans le recul social. Oui, un petit mot, je crois qu'il faut... C'est pour dénoncer un peu l'hypocrisie de ce gouvernement et de Macron, parce qu'il faut quand même rappeler que Macron, c'est l'écart Macron. C'est-à-dire celui qui aujourd'hui vient nous donner des leçons sur la taxation du diesel et de l'essence, c'est le même qui s'est battu pour développer l'écart. Alors l'écart, c'est particulièrement polluant en général. Bon, et en ce moment, en plus, ça fait peu de bruit, hélas, parce que ce serait bien justement que les médias en parlent beaucoup plus. C'est qu'il y a cours des fermetures de petites gares SNCF un peu partout en France. Bon, moi je connais un peu le cas de la Normandie. Vous avez la fermeture de, je sais pas, toutes les semaines il y a une annonce de fermeture de gare SNCF. Donc, et avec un truc invraisemblable, c'est-à-dire que la personne qui va, la gare est fermée, elle peut pas prendre son billet, le train s'arrête quand même, donc elle monte dans le train, mais ensuite elle est taxée par le contrôleur parce qu'elle n'a pas le billet. Donc on marche vraiment sur la tête, parce qu'en fait ce gouvernement s'en moque totalement des questions écolo. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tout ça, on retombe dans la cohérence entre les politiques européennes et ce qui se fait en France. C'est les directives européennes qui ont poussé au développement des cars Macron et qui poussent à la casse du ferroviaire, de la même manière qu'ils poussent à la privatisation des barrages. Donc vous voyez, on est constamment dans une cohérence. Et pour nous, la campagne européenne, ça va être ça aussi, c'est de montrer qu'à chaque fois, il y a cohérence entre ce qu'exige l'Europe et ce que fait Macron en France. C'est-à-dire quand on parle de référendum anti-Macron, on nous dit, mais enfin c'est scandaleux, c'est une campagne européenne. Mais non, c'est qu'il y a les deux à chaque fois. Donc on marche sur nos deux jambes. Voilà ce que fait l'Europe et voilà en France ce que fait le représentant de l'Europe qui est aujourd'hui Emmanuel Macron. Voilà, je crois que c'est important de souligner tout ça. Alors, effectivement, pourquoi on n'appelle pas à aller aux marches du 17 ? D'abord parce qu'on ne veut pas être dans la récup. Hein, il y a une expression populaire qui s'exprime autour, bon, très variée.
Mais on veut pas être dans la récup. Je veux dire, notre but, c'est et c'est pas seulement de dire, ah, vous avez raison, faut aller tout casser, comme fait un peu le FN, quoi. C'est pas ça non plus. C'est de dire, il faut proposer des alternatives concrètes à toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui vont subir cette situation. Parce que, et pour terminer, il y a quand même un sentiment qui correspond à une réalité de pas mal de nos concitoyens, c'est qu'aujourd'hui tout est fait sur les grandes agglos, sur les métropoles, parce que c'est la loi de métropolisation, et que dès que vous êtes en dehors de ce secteur du territoire, eh ben les gens ils disent finalement on nous laisse à l'abandon, quoi. Et si ceux notamment Macron, qui vient nous faire des grands discours sur le risque FN, je veux dire, c'est sa politique qui fait monter le désarroi de nos concitoyens et qui du coup des fois font qu'ils vont aller voter FN. Et c'est bien le rôle qu'on veut avoir tous ensemble ici. C'est au contraire de proposer des alternatives qui soient pas seulement discours idéologiques sur un jour on fera mieux l'Europe. Non, c'est de proposer des mesures immédiates qui sont possibles. Je crois que c'est ce que font nos députés à l'Assemblée, c'est ce que feront demain, et c'est ce que font déjà. Finalement, ça va être nos deux députés au Parlement européen, que ce soit Younous Omarjee, que ce soit maintenant Emmanuel Morel, dans la bataille qu'ils mènent. Bon, je crois que c'est tout ça qu'on va continuer à faire tous ensemble. Oui, je veux juste ajouter un petit mot, parce qu'évidemment, je partage complètement tout ce qui a été dit par mes amis sur la politique écologique menée par ce gouvernement et sa véritable alternative. Mais il me semble que votre question portait surtout sur la nature de ce mouvement. Donc moi je fais partie, dans la France insoumise, de ceux qui iront le 17 dans la rue. Je le ferai à titre individuel, bien sûr, mais j'irai. Je pense que c'est très important que la France insoumise n'ait pas appelé à aller manifester, parce qu'on ne voulait pas qu'un amalgame soit créé avec les tentatives de récupération de l'extrême droite. Donc nous sommes très clairs sur cette question. Mais après, un autre problème se pose. Ces formes de lutte vont se développer. Les marches climat n'ont pas été organisées, ni par le Front National, ça se saurait, ni par quelque organisation politique que ce soit. Nous y avons participé avec nos mots d'ordre pour essayer d'éclairer ce que nous pensons sur ces questions-là. Et ça a été un succès, ces manifestations. Et demain, il y aura d'autres manifestations de ce type. Google ne doit pas être réservé à ceux qui en profitent financièrement le plus, ou à enfermer les gens dans une vie privée finalement peu satisfaisante. Donc aujourd'hui, les citoyens vont utiliser ces réseaux sociaux. Est-ce que c'est bien ou pas? On verra quelles conséquences ça aura. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont comme solution pour contester le pouvoir actuel? Tous les 5 ans, voter l'élection présidentielle. Ils ne supportent plus cela. Et donc, ils trouvent des formes nouvelles. Nous devons y être attentifs, en évitant les amalgames, bien sûr, en évitant mais vous ne le ferez pas, bien sûr, en évitant que la presse nous amalgame à des gens avec qui nous n'avons rien à voir. Donc, oui, il faut faire attention, mais il faut être présent. J'ajoute une dernière chose. Libération a publié une lettre du président de la République au procureur de Paris. Il ne faudrait pas non plus que ce type de mouvement, pour une grande part citoyen, soit l'objet d'une répression. La criminalisation, d'une certaine manière, de position que représente la France insoumise, c'est déjà un pas extraordinaire vers un régime hyper autoritaire. Si demain, en plus, on veut fermer la bouche des citoyens quand ils trouvent leur propre forme d'organisation et d'expression, il y a quelque chose qui est dangereux pour notre démocratie. Un mot d'ailleurs à propos de marches citoyennes. Il y a de nouveau des marches citoyennes pour le climat qui sont appelées pour le 8 décembre. Et les militants de la France insoumise y participeront comme ils ont participé aux précédentes. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Tout va bien, il y avait une question des internautes. Alors, une question des internautes. Comment organiserons-nous les actions de sauvegarde de nos barrages citoyens les 24 et 25 novembre? Écoutez, en fait, on a échangé ensemble sur l'opportunité de cette campagne et on est tous tombés d'accord sur le fait que c'était un sujet majeur. Je reviens pas sur tout ce qui vient d'être dit, mais qui par ailleurs est un sujet en lien avec l'actualité. Les propositions que nous allons faire s'organisent avec plusieurs outils. Un, des rassemblements sur les lieux des barrages le week-end donc du 24 et 25 novembre. Il y a à peu près 150 barrages qui sont menacés de privatisation d'ici à 2020 de mémoire, sous injonction de la Commission européenne, et une décision que relaie aujourd'hui le gouvernement et le président de la République. Donc c'était un premier objet qu'on va proposer.
on va proposer en tout cas de notre côté aux insoumis de s'engager dans la préparation de ces initiatives, et puis on leur fournira un élément que nous allons travailler ensemble de type tract, brochure, qui permettra argumentaire, qui permettra de donner les arguments pour mener la campagne dans la société sur ce sujet, parce que je crois que c'est un sujet majeur, que vous avez aujourd'hui plus des 3/4 de l'énergie renouvelable en France qui vient de l'énergie hydroélectrique, et qu'on peut pas dire dans le même temps qu'il faut aller vers le développement des énergies renouvelables et en même temps organiser la privatisation des barrages. Deuxième aspect très important, ça a été dit un petit peu par Catherine tout à l'heure, c'est que les barrages sont l'outil utilisé pour la régulation de la consommation et de la production électrique dans ce pays, parce que vous pouvez pas les grosses centrales, vous les arrêtez pas du jour au lendemain et de la minute à la minute suivante en bougeant un bouton, alors que les barrages sont utilisés pour réguler le rapport entre la consommation électrique et la production électrique. Or, privatiser ces barrages, c'est-à-dire les livrer à la question du profit, vient créer une difficulté, puisque comment vous allez justifier auprès d'un opérateur privé qui doit arrêter son barrage pour réguler la production électrique du point de vue de la consommation actuelle, puisque lui il va dire maintenant j'ai pas du tout intérêt, parce que quand je vais éteindre la production de mon barrage, c'est mon taux de profit à la fin qui va s'en retrouver sanctionné. Donc vous voyez, il y a des éléments très importants, très importants, la continuité écologique, très important, l'autonomie énergétique qui est pas complète, mais dans les départements et territoires d'outre-mer aussi, hein. Il y a beaucoup de questions qui sont posées autour de ces questions des barrages, des questions très importantes, et donc on va proposer, voilà, pour répondre concrètement à la question, des rassemblements dans un premier temps, et puis après je pense que ça sera un sujet de toute façon de toute la campagne des élections européennes que nous allons mener ensemble. Voilà. Il y avait une autre question sur des internautes? Non, c'est bon? Non. En tout cas, merci d'avoir été présent. On reste disponible si vous voulez des réactions individuelles, et puis à bientôt pour une prochaine étape. On travaille pour l'instant, on travaille. Voilà, merci. On vous fait la liste dès que possible. Bon, alors moi tout le monde a parlé. J'imagine que j'ai noté. Oh mon Dieu, déjà.